Comment 300 défenseurs désespérés ont-ils pu retenir 10 000 soldats ottomans pendant plus de 3 mois en plein hiver? Imaginez ceci. Une petite forteresse rectangulaire située dans la nature sauvage croate. Ses murs étaient déjà endommagés par des sièges précédents. Elle représentait la dernière barrière entre l'irrésistible rouleau compresseur ottoman et le cœur de l'Europe chrétienne. L'année était 1577. Mais dans cette forteresse gelée nommée Gvozdansko, une poignée de soldats, de mineurs et de paysans faisaient face à un ennemi. Cet ennemi venait de briser les plus grands royaumes des Balkans. Ce qui s'est passé pendant ces 102 jours de siège allait devenir l'une des histoires les plus poignantes et héroïques de l'histoire militaire croate. Ce fut un témoignage d'endurance humaine. Il choquerait même le commandant ottoman venu les conquérir. Ce n'était pas juste un autre siège. Ce fut une bataille où chaque défenseur mourait avant de se rendre. La faim y devint une arme plus mortelle que les boulettes de canon. Les derniers instants laisseraient des guerriers endurcis en larmes devant ce spectacle. Pour comprendre la situation désespérée à laquelle Gvozdansko était confronté, nous devons voyager 50 ans en arrière. Rendez-vous sur un champ près de la ville de Mohacs, le 29 août 1526. Cet après-midi sanglant, le sultan Soliman le Magnifique commandait d'entre 60 000 et 100 000 soldats ottomans. Ils anéantirent une armée hongaro-croate de 25 000 hommes en moins de 3 heures. Les forces hongroises subirent des pertes catastrophiques. Environ 14 000 soldats furent tués au combat. 2 000 prisonniers furent exécutés après la fin des combats. Plus de 1 000 nobles furent massacrés, y compris le roi Louis II lui-même. Il se noya dans la rivière Shelley sous le poids de son armure alors qu'il fuyait. L'Empire ottoman émergea de Mohacs comme maître incontesté des Balkans. Les forces de Soliman marchèrent dans une Bouda abandonnée. Elles emmenèrent plus de 100 000 captifs à Constantinople comme esclaves. Le royaume de Hongrie cessa d'exister en tant que nation indépendante. Il fut déchiré entre les Ottomans, les Habsbourg et la principauté de Transylvanie. Pour la Croatie, Mohacs fut une catastrophe. Elle poussa dangereusement la frontière de la chrétienté vers l'ouest. Après la chute du Banat de Jadce en 1527, la principale ligne défensive se déplaça vers la vallée de la rivière Una. Là, une série de fortifications devint le dernier bouclier de la Croatie contre une conquête totale. Mais les Ottomans n'avaient pas fini. Tout au long des années 1560 et 1570, les Ottomans démantelèrent méthodiquement ce système défensif. Ils détruisirent forteresse par forteresse et ville par ville. Chaque campagne les poussait plus profondément en territoire croate. Leur machine militaire était terrifiante. Elle comprenait une infanterie de janissaires disciplinés, armés de mousquets. La cavalerie sipahi, rapide, pouvait encercler et détruire n'importe quelle force. Une artillerie de siège massive réduisait les murs de pierre en gravats. Ils avaient assez perfectionné l'art de la guerre interarmes. Les armées européennes s'appuyaient encore fortement sur les charges de cavalerie noble. Les Ottomans n'apportaient pas seulement leur puissance militaire. Ils répandaient aussi la terreur psychologique. Partout où ils marchaient, ils laissaient des églises détruites, des populations asservies et des terres brûlées. Gvozdansko se dressait sur le chemin de ce rouleau compresseur. La forteresse était une place forte rectangulaire. Elle fut construite dans la seconde moitié du XVe siècle par la puissante famille noble Zrinski. Elle était positionnée sur la route principale entre Dvor et Glina, en Croatie centrale. Elle comportait 4 tours à ses angles. Une tour centrale plus grande s'élevait en face de l'entrée. Elle comptait 4 étages et mesurait 10 mètres de diamètre. Mais Gvozdansko n'était pas seulement une installation militaire. C'était aussi un centre économique. La famille Zrinski avait établi des mines d'argent dans la région. Elle rapportait un revenu annuel de 30 000 florins. La famille frappait même ses propres pièces à l'intérieur des murs de la forteresse. Nicolas III Zrinski et son fils Nicolas Shubich Zrinski
venaient souvent inspecter les mines et l'atelier monétaire. Cela rendait Gvozdansko vital, tant stratégiquement qu'économiquement. Les Ottomans avaient déjà tenté de prendre Gvozdansko auparavant. En 1561, le célèbre Malkoch Beg assiégea le fort 2 fois avec 8000 soldats. Il fut repoussé les 2 fois. Ferhad Beg tenta de le prendre par trahison en 1574, puis de nouveau en 1576. Mais chaque fois, la garnison croate tint bon. Puis vint le mois de juin 1576. Ferhad Pacha Sokolovic lança un assaut de 3 jours. Bien que finalement repoussé, il laissa les murs de Gvozdansko endommagés et vulnérables. Les Ottomans apprenaient, s'adaptaient et se préparaient pour une campagne finale et décisive. L'homme qui allait mener cette campagne était Ferhad Pacha Sokolovic. Son histoire était aussi fascinante que tragique. Né dans une famille chrétienne serbe près de Rudo, en Bosnie, Ferhad fut enlevé jeune garçon. Cela s'est passé sous le système du Devshirme. Cette pratique ottomane consistait à prendre des enfants chrétiens. Ils étaient ensuite élevés comme soldats et administrateurs musulmans. Il était un parent du grand vizir Sokollu Mehmed Pacha. Ce dernier était l'un des hommes les plus puissants de tout l'Empire ottoman. Une branche de la famille Sokolovic se convertit à l'islam et accéda à des postes importants au service ottoman. Une autre branche resta chrétienne. Makarije Sokolovic servit comme patriarche serbe. Il fut nommé par ses propres parents musulmans. Cette étrange dualité définissait le monde de Ferhad. Entre 1566 et 1574, Ferhad fut gouverneur du Sandjak de Klis. Il apprit le terrain et les tactiques de guerre le long de la frontière croate. En 1574, il retourna en Bosnie. Il devint l'un des pères fondateurs de Banja Luka. Il construisit plus de 200 structures. Cela incluait les magnifiques mosquées Ferhadija et Arnodija, ainsi que des boutiques et des bains. Il construisit une infrastructure de plomberie complète pour la ville. En 1577, Ferhad Pacha fut nommé Sanjak Bey de Bosnie. Il tourna immédiatement son attention vers l'achèvement d'une tâche. Les commandants précédents n'avaient pas réussi à accomplir cette tâche. Il s'agissait de la conquête totale de la vallée de la rivière Una et de la destruction du réseau défensif de Zrinski. C'était un homme de contradiction, à la fois bâtisseur et destructeur. Chrétien de naissance, il menait une guerre sainte contre ses anciens coreligionnaires. C'était un administrateur capable. Il gagnerait le respect même de ses ennemis. La campagne commença en septembre 1577. Ferhad Pacha mobilisa environ 10 000 soldats. C'était une force formidable, composée d'infanterie d'élite de janissaires, de cavalerie sipahi et d'unités d'artillerie avec 7 grands canons. Pendant les mois d'été, les ingénieurs ottomans avaient construit un pont sur la rivière Una près de Novigrad. Cela leur permettait de transporter de l'équipement de siège lourd à travers le cours d'eau. La stratégie de Ferhad était méthodique et brutale. Plutôt que de frapper directement Gvozdansko, il commença par l'isoler. Il captura les fortifications environnantes. Le 3 octobre 1577, l'armée ottomane bloqua toutes les routes menant à Gvozdansko. Cela coupa toute possibilité de ravitaillement ou de renfort. Puis ils commencèrent leur conquête systématique des places fortes voisines. Le siège d'Ostrojak se termina par sa chute le 13 novembre 1577. Le château de Zrin, siège ancestral de la famille Zrinski, tomba le 20 décembre 1577. Cela se produisit après une résistance brève mais féroce. Avec chaque forteresse tombée, l'étau se resserrait autour de Gvozdansko. Un soldat de la garnison croate réussit un exploit incroyable. Il se glissa à travers les lignes ottomanes à la faveur de l'obscurité. Il atteignit la ville croate de Steničnjak pour demander des renforts. Mais il n'y en avait pas à envoyer.
Les forces croates étaient désespérément dispersées sur trop de fronts. Les autorités militaires espéraient que Gvozdansko tiendrait jusqu'à l'hiver. À cette période, les forces ottomanes se retiraient traditionnellement vers des quartiers plus chauds. Ce calcul se révélerait tragiquement faux. À l'intérieur de Gvozdansko, la garnison comptait environ 300 défenseurs. C'était un David face à un Goliath de 10 000 hommes. 5 000 autres soldats ottomans étaient positionnés pour garder les lignes de ravitaillement. Ils empêchaient également les forces de secours de percer. Mais qui étaient ces 300 hommes? Ce n'étaient pas des soldats professionnels au sens traditionnel. Seulement une cinquantaine étaient des guerriers entraînés de la maison militaire de la famille Zorinsky. Le reste de la garnison comprenait 80 haramias. C'était une infanterie légère irrégulière, semblable au célèbre Uskoks spécialisé dans la guérilla. Il y avait aussi des mineurs ayant travaillé les gisements d'argent. Des paysans locaux, fuyant vers la forteresse pour chercher protection, étaient également présents. Des armuriers, et même des femmes et des enfants qui n'avaient nulle part où aller, complétaient ce groupe. Ce qui leur manquait en formation militaire formelle, ils le compensaient par leur désespoir et leur connaissance intime de la forteresse. Le commandement était partagé entre 4 capitaines remarquables. Il y avait Damjan Doktorovitch, dont le nom suggère une formation médicale ou savante. Juraj Gvozdanovic était peut-être un local, dont le nom de famille dérivait de la forteresse elle-même. Nikola Ojegovic est peu connu, si ce n'est pour son courage. Enfin, Andrija Stipchich se révélerait être un leader inspirant dans les heures les plus sombres. Ces 4 hommes devaient coordonner la défense d'une forteresse endommagée. Ils avaient des fournitures limitées et fournitures limitées. Ils faisaient face à un ennemi qui avait perfectionné la guerre de siège au fil de décennies de conquête. Ils avaient vu ce qui arrivait aux forteresses qui se rendaient. Les conversions forcées, l'esclavage et la destruction de tout ce que leur culture tenait pour sacré. Ils savaient un an que cela les attendait. Ils savaient que tenir Gvozdansko ne sauverait peut-être pas la Croatie, mais la perdre rapidement la condamnerait certainement. Les premières semaines du siège établirent un schéma brutal. Ferhad Pacha positionna 30 canons sur les collines environnantes. Le bombardement initial fut cependant relativement léger. Les Ottomans préféraient affamer les défenseurs. Ils voulaient éviter de gaspiller des munitions sur des murs déjà endommagés par l'assaut de 1576. Les défenseurs croates ripostèrent avec des tirs d'artillerie légère depuis les murs de la forteresse. Des salves de mousquets empêchaient l'infanterie ottomane de s'approcher trop près. De petites attaques de sondage furent lancées et repoussées. Chaque camp testait la détermination de l'autre. Le dernier convoi de ravitaillement avait atteint Gvozdansko en août 1577. Fin octobre, les défenseurs rationnaient déjà sévèrement la nourriture. L'eau devint un problème critique. Les positions ottomanes contrôlaient les cours d'eau voisins. La garnison disposait de quelques provisions stockées. Elle pouvait aussi recueillir l'eau de pluie. Mais chacun savait que cela ne suffirait pas pour un siège prolongé. Les Ottomans, quant à eux, s'installèrent dans leur camp de siège. Ils faisaient alterner des troupes fraîches de Bosnie. Ils apportaient des fournitures des territoires conquis. Ils se préparaient à une longue campagne hivernale. Ferhad Pacha n'assiégeait pas seulement Gvozdansko. Il détruisait méthodiquement le moral croate dans toute la région. La nouvelle de chaque forteresse tombée répandait la terreur parmi les populations civiles. Celles-ci fuyaient vers le nord par vagues, abandonnant leurs maisons et leurs champs. Décembre apporta des changements qui scelleraient le destin de Gvozdansko. Fin décembre, Ferhad Pacha concentra son armée complète autour de la forteresse. Elle comptait environ 10 000 soldats de combat. 5 000 autres soutenaient la logistique et la sécurité du périmètre. L'hiver de 1577 à 1578 fut exceptionnellement brutal. Ce fut l'un des plus rigoureux jamais enregistrés. Les températures chutèrent si bas que les arbres se fissuraient à cause du froid.
Des chevaux moururent gelés en sont gelés dans les camps ottomans malgré leur abri. À l'intérieur de Gvozdansko, les défenseurs faisaient face à un choix impossible. Ils devaient brûler leur bois de chauffage qui diminuait pour rester au chaud. Ou bien, ils devaient le conserver et geler. Les provisions de nourriture étaient presque épuisées. Des récits historiques décrivent comment la garnison tua et mangea ses chiens de garde un par un. La famine s'était installée. Puis, le jour de Noël, le 25 décembre 1577, Ferhad Pacha fit une offre extraordinaire. Il envoya des émissaires au mur de la forteresse avec des conditions. Les défenseurs pouvaient repartir librement avec tous leurs biens mobiliers. Un passage sûr vers le territoire croate leur était garanti. Aucun mal ne leur serait fait, ni esclavage, ni exécution. C'était une offre honorable selon les standards de la guerre du XVIe siècle. Pendant 3 jours, les défenseurs débattirent. Autour d'eux gisaient les corps gelés de camarades morts de blessures subies lors de combats antérieurs. Des enfants pleuraient de faim. Des femmes se serraient les unes contre les autres pour avoir chaud. Et pourtant, la 3e nuit après l'offre, aucun drapeau blanc ne flottait encore des tours de Gvozdansko. Les défenseurs avaient fait leur choix. Le 9 janvier 1578, les Ottomans firent une ultime tentative pour mettre fin au siège sans effusion de sang supplémentaire. Ferhad Pacha envoya une nouvelle délégation. Elle offrait les mêmes conditions généreuses. Les capitaines croates réunirent leur garnison affamée. Leur réponse résonnerait dans l'histoire. Ils déclarèrent qu'il était préférable de mourir pour la liberté et la croix, plutôt que de se rendre. Les Ottomans se retirèrent. Ferhad Pacha ordonna à son artillerie de commencer un bombardement maximal. Mais tandis que les canons turcs pilonnaient les murs, les défenseurs firent face à une nouvelle horreur. Des archers ottomans commencèrent à tirer des flèches par-dessus les murs. Lorsque la garnison enquêta, elle découvrit des morceaux de viande empoisonnés attachés. Les 2 derniers chiens de garde encore en vie furent tués. Ils avaient lancé manger cette nourriture empoisonnée. La guerre psychologique était aussi brutale que le siège physique. Chaque confort, chaque source de subsistance, chaque espoir était systématiquement détruit. Le 10 janvier, Ferhad Pacha ordonna le premier de 3 assauts massifs. Vague après vague, les janissaires chargèrent. Cette infanterie ottomane d'élite avait conquis de Vienne à Bagdad. Ils prirent d'assaut les murs endommagés de Gvozdansko. Ils portaient des échelles d'assaut. Ils frappaient les portes avec des béliers. Ils tiraient sur des volées de mousquets pour réprimer les défenseurs sur les remparts. Mais incroyablement, l'assaut fut repoussé. Des hommes affamés, avec un minimum de munitions, trouvèrent la force de repousser les assaillants. Le lendemain, le 11 janvier, un 2e assaut massif s'écrasa contre Gvozdansko. Les sources ottomanes décrivent de féroces combats au corps à corps, sur les murs. Les défenseurs utilisaient toutes les armes qu'ils pouvaient trouver. Ils avaient des épées, des haches, et des pierres, et même des débris de maçonnerie. Une fois de plus, l'assaut échoua. Cependant, les troupes ottomanes avaient pénétré des parties des défenses extérieures avant d'être repoussées. Désormais, les pertes croates augmentaient de manière catastrophique. Des hommes blessés lors des combats précédents mouraient. Ils auraient pu survivre avec une nourriture et des soins médicaux appropriés. Ils périssaient de blessures infectées, du froid et de la faiblesse. Le 12 janvier, Ferhad Pacha lança le 3e assaut. Il jeta toutes ses forces sur la forteresse. Pendant plusieurs heures, la bataille fit rage. La fumée des mousquets et des canons obscurcissait le ciel hivernal. Les bruits de combat, les cris des hommes, le choc de l'acier, la poudre à canon qui explosait résonnaient à travers le paysage gelé. Puis, à la tombée de la nuit, quelque chose changea. Les défenseurs sur les murs devinrent silencieux. Les tirs de riposte des canons de Gvozdansko cessèrent. Vers minuit, les lumières à l'intérieur de la forteresse
s'éteignirent complètement. Ferhad Pacha et ses commandants observaient depuis leur position. Ils soupçonnaient un piège. S'agissait-il d'une ruse pour attirer les forces ottomanes dans une embuscade? Lancerait-il une attaque surprise désespérée si les Ottomans entraient dans la forteresse obscurcie? Le commandant turc ordonna à ses hommes de tenir position. Il leur dit d'attendre l'aube. Cette nuit fut peut-être la plus longue de la carrière militaire de Ferhad Pacha. Il fixait la forteresse silencieuse et sombre. Il se demandait ce qui attendait son armée au matin. L'aube se leva le 13 janvier 1578. Elle était froide et grise sur le paysage croate. Ferhad Pacha ordonna une préparation d'artillerie. Les canons tiraient sur la forteresse pour tester une réponse. Rien. Aucun tir de riposte, aucun mouvement sur les murs. Il ordonna à ses janissaires d'avancer. Il s'attendait à tout moment à voir les mousquets croates flasher depuis les remparts. Mais la force d'assaut ne rencontra aucune résistance. Alors que les premiers soldats ottomans atteignaient les murs, ils virent une scène qui les fit hésiter. Des défenseurs croates se tenaient à leur poste. Mousquets en main, épées à leurs côtés, ils étaient parfaitement positionnés. Ils semblaient prêts à repousser une attaque, mais ils ne bougeaient pas. Les troupes ottomanes les interpellèrent. Elles lancèrent des défis, des menaces, des offres. Silence. Lentement, prudemment, les assiégeants avancèrent. Ils atteignirent la porte et constatèrent une barrière qu'elle pouvait être forcée avec une relative facilité. Personne ne la barricadait de l'intérieur. Les janissaires se déversèrent à travers la brèche. Leurs armes étaient prêtes. Ils s'attendaient à un combat désespéré au corps à corps dans la cour de la forteresse. Au lieu de cela, ils découvrirent une scène qui les hanterait pour le reste de leur vie. Toute la garnison croate était morte. Chaque défenseur avait péri. Mais ils n'étaient pas morts lors d'une dernière résistance dramatique. Ils étaient morts à leur poste. Ils avaient une gelée de froid extrême. Affamés jusqu'à l'épuisement complet, ils avaient succombé à des blessures non traitées. D'autres s'étaient simplement effondrés de soif et de fatigue. Les soldats ottomans trouvèrent des défenseurs debout sur les murs. Leurs corps étaient gelés sur place. Leurs mains tenaient encore leurs armes. D'autres étaient assis, appuyés contre les murs de la forteresse. Leurs yeux étaient ouverts, mais sans vie. Dans les salles des tours, l'expédition trouva des femmes et des enfants. Ils avaient gelé de froid, blottis ensemble, en quête d'une chaleur qui ne vint jamais. Pas un seul morceau de nourriture ne subsistait dans la forteresse. Les puits étaient secs. Les dépôts de munitions étaient vides. Les troupes ottomanes traversèrent Gvozdansko dans un silence stupéfait. Ces guerriers endurcis avaient vu d'innombrables champs de bataille. Ils étaient maintenant confrontés à ce monument de la ténacité et du sacrifice humain. Ces défenseurs avaient choisi la mort par la faim, le gel et la soif. Ils avaient refusé de se rendre. Certains récits historiques suggèrent que les derniers défenseurs survivants se sont peut-être suicidés la dernière nuit pour éviter la capture. Cependant, les preuves indiquent que la plupart sont morts des effets cumulatifs d'un siège de 3 mois. Ces conditions hivernales brutales ne laissaient ni nourriture, ni eau, ni chaleur. Ferhad Pacha Sokolovic, le commandant ottoman, entra dans Gvozdansko et pleura. Il avait brûlé des villages à travers la Croatie et la Bosnie. Il avait supervisé la conquête de nombreuses forteresses. Il avait fait des milliers de prisonniers. La vue de 300 cadavres gelés montant la garde, même dans la mort, l'émut profondément. Cette garnison avait rejeté 2 fois des conditions de reddition généreuses. Elle avait choisi l'anéantissement à la place. Dans un geste extraordinaire, Ferhad Pacha donna des ordres immédiats. Ce geste témoignait du code d'honneur complexe de la guerre du XVIe siècle. Premièrement, il ordonna qu'un prêtre catholique soit trouvé et amené à Gvozdansko. Deuxièmement, il décréta que les 300 défenseurs recevraient tous une sépulture chrétienne.
Ils auraient mettre les pleins honneurs militaires. Des soldats ottomans, qui quelques heures auparavant avaient tenté de tuer ces hommes, creusèrent maintenant des tombes pour eux. Ils transportèrent leur corps gelés avec révérence. Le prêtre célébra les rites funéraires, tandis que les janissaires se tenaient au garde-à-vous. Troisièmement, Ferhad Pacha déclara que la population croate survivante de la région environnante serait libérée des lourds impôts et péages. Ces impôts et péages pesaient sur les autres territoires occupés par les Ottomans. C'était un hommage au courage de la garnison de Gvozdansko. La chute de Gvozdansko fut à la fois une victoire tactique et une défaite morale pour l'Empire ottoman. Oui, ils avaient certes capturé la forteresse. Mais à quel prix? Le siège avait immobilisé 10 000 hommes. Cela dura plus de 3 mois pendant la saison de campagne principale. Les défenseurs avaient infligé des pertes importantes. Cela se produisit lors des 3 assauts majeurs de janvier. Cela força les Ottomans à dépenser d'énormes ressources en artillerie, en fournitures et en main-d'œuvre. Et l'histoire de la résistance de Gvozdansko se répandit comme une traînée de poudre à travers l'Europe chrétienne. Si 300 défenseurs affamés pouvaient retenir 10 000 soldats ottomans pendant 102 jours, que pourrait accomplir un système de forteresse correctement approvisionné et renforcé? Les terres croates se dépeuplèrent de plus en plus. Les civils fuyaient vers le nord. Mais la résistance croate se renforça. L'histoire de ces défenseurs gelés devint un cri de ralliement. Il était préférable de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. À l'été 1578, quelques mois seulement après la chute de Gvozdansko, les forces croates et des Habsbourg lancèrent une contre-offensive. Elles reprirent brièvement Gvozdansko et la majeure partie de la vallée de Luna. Bien que Ferhad Pacha Sokolović annula ses gains fin septembre 1578, rétablissant le contrôle ottoman, la capacité des forces chrétiennes à opérer un tel retour si rapidement démontra que la domination ottomane n'était pas absolue. La frontière resterait contestée pendant des décennies. Les conséquences à long terme du siège de Gvozdansko s'étendirent bien au-delà de cette froide matinée de janvier 1578. L'Empire ottoman tint Gvozdansko jusqu'en 1685. Les forces des Habsbourg le reprirent alors pendant la Grande Guerre turque. Les Ottomans reprirent brièvement la forteresse en 1690. Mais elle fut définitivement capturée par les forces autrichiennes en 1718. Elle ne retourna jamais sous contrôle ottoman. Mais ses frontières mouvantes eurent un coût énorme. La population croate de la région fut décimée. 2 siècles de guerre en furent la cause. Des villages entiers furent abandonnés. Les habitants fuyaient les raids et contre-raids constants. La productivité économique de la région s'effondra. Elle était autrefois prospère grâce à l'exploitation minière et à l'agriculture. Les mines d'argent qui avaient apporté la richesse à la famille Zrinski se turent. Le système défensif le long de la rivière. Una dut être complètement réorganisé. Le 6 février 1578, Krsto Ungnad fut confirmé. Le Parlement croate le nomma nouveau Ban de Croatie. Sa tâche était de reconstruire les défenses et le moral après les pertes catastrophiques. L'impact psychologique sur la culture militaire croate fut profond, et les défenseurs de Gvozdansko devinrent des figures légendaires. Leur histoire était enseignée aux enfants. Elle était commémorée dans des chants et des poèmes. Les commandants la référençaient pour rallier les troupes au combat. Lorsque Nicolas Shubich Zrinski fit sa célèbre dernière résistance à Sigetvar en 1566, il affronta les forces du sultan Soliman. Il canalisait déjà l'esprit. Cet esprit serait perfectionné à Gvozdansko 12 ans plus tard. Pour Ferhad Pacha Sokolović, la conquête de la vallée de Luna fut le point culminant de sa carrière militaire. En 1580, il devint le premier Beylerbey du nouvel éyalet de Bosnie. Il créait ainsi une nouvelle province de l'Empire ottoman. Il en devint le gouverneur. Il gouverna 10 sanjaks.
Il poursuivit ses programmes de construction à Banja Luka et dans d'autres villes. Entre 1584 et 1585. Il participa à la pacification d'une rébellion en Crimée. Il dirigea les troupes bosniennes en tant que Beglerbeg de Kefeh. Il fut ensuite Beglerbeg de l'Eyalet de Bouda de 1588 à 1590. Mais un jour de septembre 1590, Ferhad Pacha connut une fin ignominieuse. Il fut assassiné par l'un de ses propres esclaves lors d'une rébellion militaire à Bouda. Sa dernière volonté fut que son corps soit ramené à Banja Luka. C'était la ville qu'il avait bâtie. Il fut enterré près de la mosquée Ferhadija qu'il avait commanditée. L'homme qui avait montré tant d'honneur à ses ennemis vaincus fut trahi par ses propres subordonnés. Une amère ironie que n'ont pas manqué de noter les chroniqueurs contemporains. Les villes qu'il construisit survivraient longtemps à ses conquêtes. Cependant, même la magnifique mosquée Ferhadija serait finalement détruite. Cela se produisit pendant la guerre de Bosnie de 1992 à 1995. C'est une autre tragédie dans une région qui en a connu trop. L'importance de Gvozdansko dépasse de loin l'histoire croate. Ce fut l'un des moments décisifs où l'expansion ottomane vers l'ouest commença à s'épuiser face à la résistance tenace de nations plus petites. Pensez à ce que ces 300 défenseurs ont accompli. Ils n'ont pas seulement retardé une armée. Ils ont démontré que la supériorité militaire ottomane pouvait être défiée par une pure détermination et un sacrifice. Chaque jour où Gvozdansko résistait était un jour de plus pour les autres forteresses afin de préparer leur défense. C'était un jour de plus pour que les colonnes de réfugiés atteignent la sécurité. C'était un jour de plus pour que la diplomatie s'active à Vienne et à Rome à la recherche d'aide. Si la garnison s'était rendue le jour de Noël 1577, après s'être vue offrir des conditions généreuses, l'armée de Ferhad Pacha aurait été libre de pénétrer plus profondément en Croatie. Cela se serait produit pendant la saison de campagne du début de 1578. Elle aurait pu potentiellement capturer plusieurs forteresses supplémentaires avant le printemps. Au lieu de cela, il fut retenu jusqu'à la mi-janvier. Cela donna un temps précieux aux forces croates. Considérez maintenant un scénario contrefactuel. Si Gvozdansko était tombé rapidement, disons la première semaine d'octobre 1577, qu'est-ce qui aurait changé? Tout le système défensif de la vallée d'Una aurait pu s'effondrer des mois plus tôt. L'organisation militaire croate, réformée au début de 1578, n'aurait peut-être jamais eu le temps de se consolider. La crise des réfugiés aurait été encore pire. Des dizaines de milliers de civils supplémentaires auraient été capturés et réduits en esclavage. Plus important encore, l'exemple de résistance aurait été perdu. Au lieu d'une histoire, l'histoire de défi de 3 mois se terminant par le martyre. Il n'y aurait eu qu'une autre note de bas de page sur une autre forteresse tombée. L'héritage de ces défenseurs gelés résonne encore aujourd'hui dans la culture croate. Chaque année, le 13 janvier, des commémorations sont organisées pour honorer la garnison de Gvozdansko. L'unité historique Kliški Uskoci, désignée monument mobile du patrimoine culturel et historique national, participe aux reconstitutions. Une église commémorative fut construite au-dessus du champ de Kurbava. C'est là que se sont déroulées certaines des batailles les plus tragiques de Croatie. Elle est dédiée aux martyrs croates, avec les défenseurs de Gvozdansko honorés de manière proéminente. La comparaison avec d'autres dernières résistances célèbres est inévitable et éclairante. Comme l'Alamo dans l'histoire américaine, Gvozdansko devint un cri de ralliement. Son écho se propagea sur les champs de bataille pendant des générations. Le message était clair. Souvenez-vous de Gvozdansko. Comme Masada dans l'histoire juive, cela représentait le choix d'une mort digne plutôt que d'une vie de soumission. Comme Léonidas et ses 300 Spartiates aux Thermopyles. La garnison de Gvozdansko fit face à des chances impossibles. Elle savait pertinemment que la survie était improbable.
Pourtant, elle tint bon. Mais Gvozdansko présente une horreur unique qui la distingue. Ces hommes ne sont pas morts dans le feu de la bataille, l'épée à la main. Ils sont morts de froid dans leur position défensive. Ils étaient trop faibles de faim pour même bouger. Pourtant, ils refusèrent toujours de se rendre jusqu'au bout. Ces soldats ottomans qui sont entrés dans cette forteresse le 13 janvier 1578 ont vu quelque chose. Cela remettait en question toutes les hypothèses sur la guerre. Ils ont vu un ennemi qui ne pouvait être brisé. Il ne pouvait être soudoyé. Il ne pouvait être terrorisé jusqu'à la soumission. La décision de Ferhat Pacha d'accorder un enterrement chrétien avec les honneurs militaires fut plus qu'un simple geste de respect. C'était la reconnaissance que les Ottomans avaient gagné la bataille, mais avaient perdu quelque chose d'ineffable. On ne peut pas vraiment conquérir des gens prêts à mourir comme les défenseurs de Gvozdansko. On peut occuper leurs terres, brûler leurs villages, prendre leurs ressources. Mais leur esprit reste invaincu. Les taxes annulées pour la population locale suggèrent que Ferhat Pacha avait compris la valeur de propagande de cet hommage à une telle bravoure. Si même un commandant ottoman admet que ces chrétiens se sont battus héroïquement, comment pouvons-nous les dépeindre comme des lâches ou justifier cette guerre sans fin? L'histoire de Gvozdansko serait également racontée et répétée dans les cercles militaires ottomans. Non pas comme une moquerie, mais comme le type d'adversaire qui forgeait la réputation d'un guerrier. Avoir combattu à Gvozdansko devint une marque d'honneur pour les deux camps. La leçon militaire plus large est que les fortifications défendues par des garnisons déterminées créent une valeur stratégique disproportionnée. Ces 300 défenseurs ont forcé une armée de 10 000 hommes à passer plus de 3 mois sur un seul objectif. Le coup fut dévastateur pour l'attaquant. C'est pourquoi la guerre médiévale et du début de l'ère moderne tournait si souvent autour des sièges plutôt que des grandes batailles rangées. Une bataille comme Mohács pouvait être décisive en 2 heures. Mais une forteresse comme Gvozdansko pouvait épuiser des armées pendant des mois. Même lorsqu'il n'y avait aucune chance réaliste de tenir indéfiniment. Les défenseurs croates de Gvozdansko méritent d'être crédités. Pas seulement pour leur sacrifice, mais aussi pour leurs compétences tactiques. Avec des fournitures minimales et des fortifications endommagées, ils ont repoussé le premier assaut ottoman en juin 1576. Ils ont coordonné une défense avec seulement 4 capitaines. Ils dirigeaient une force mixte de professionnels, d'irréguliers et de civils. Ils ont géré leurs ressources en diminution avec suffisamment de soin pour tenir. Leur résistance dura du 3 octobre 1577 au 13 janvier 1578. Cela représente plus de 3 mois complets de siège. Ils ont maintenu la discipline, même lorsque la famine et la maladie ont tué plus de défenseurs que les armes ottomanes. Ils ont rejeté la reddition à 2 reprises. Cela exigeait non seulement un courage individuel, mais aussi une unité collective. Chaque homme, femme et enfant de cette forteresse devait accepter que la mort était préférable à la soumission. En termes purement militaires, ils ont atteint leur objectif. Ils ont tenu leur position jusqu'au dernier défenseur. Pouvez-vous imaginer les conversations qui ont dû avoir lieu durant ces derniers jours? Les capitaines savaient non qu'ils condamnaient et tout le monde dans la forteresse à la mort. Les soldats affaiblis par la faim faisaient le choix de rester à leur poste. Les familles entassées dans les tours acceptaient leur destin. L'alternative était l'esclavage ou la conversion forcée. Ce n'étaient pas des figures historiques abstraites. C'étaient de vraies personnes qui aimaient la vie. Elles voulaient revoir le printemps. Elles avaient des rêves, des peurs et des espoirs. Et elles ont choisi de mourir plutôt que de trahir leurs principes et leur patrie. Cette victoire à Gvozdansko a accompli ce qu'aucune autre conquête ottomane dans la région n'a réussi. Elle a transformé un succès militaire en un échec moral. Cela a miné l'ensemble de l'effort de guerre. Comparez la chute de Gvozdansko à celle de Constantinople en 1453.
Constantinople laissait tomber lors d'un siège ottoman massif. L'Empire byzantin a pris fin, mais les défenseurs furent submergés par une puissance de feu et des nombres supérieurs après une résistance honorable. Les Ottomans purent célébrer Constantinople comme un grand triomphe. Mais Gvozdansko, comment célèbre-t-on la mort par la fin de 300 personnes? Et ce, alors qu'elle refuse toute offre de clémence. La valeur de propagande pour la Croatie et l'Europe chrétienne était incommensurable. Ce siège a contribué à faire évoluer le récit. On est passé de « les Ottomans sont invincibles » à « les Ottomans peuvent être résistés à tout prix ». En l'espace de 15 ans, cette résistance se cristalliserait lors de la bataille de Sisak en 1593. Là, les forces croates et des Habsbourg infligeraient à l'Empire ottoman une défaite décisive. Cela marquerait le début de la fin de l'expansion ottomane en Europe. Les défenseurs de Gvozdansko n'ont pas vécu pour voir cette victoire, mais ils l'ont rendue possible. Ils ont prouvé que la résistance croate ne serait jamais brisée. Aujourd'hui, très peu de gens vivent dans le village de Gvozdansko. La région a connu des tragédies répétées au fil des siècles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les partisans de Tito ont tué 55 catholiques croates. Cela s'est passé en 1941 alors qu'ils revenaient de la messe de Noël. Parmi eux se trouvaient 13 membres de la famille Grabarevic. Pendant la guerre de la patrie dans les années 1990, les Tchetniks ont tué 3 civils croates à Gvozdansko. Ils ont également incendié l'église catholique. Les fantômes de 1578 semblent hanter ce sol gorgé de sang. Mais le souvenir de ces 300 défenseurs gelés brille intensément dans la conscience nationale croate. Leur histoire nous rappelle que certaines choses valent bien plus que la vie elle-même. La liberté, la dignité, la foi et la patrie. Ces abstractions sont devenues une réalité concrète. Cela s'est produit par ce matin de janvier gelé. Les soldats ottomans ont alors trouvé une garnison entière morte dans ses positions défensives. Nous nous souvenons de Gvozdansko aujourd'hui. Elle représente la plus haute forme de sacrifice. C'est choisir une mort certaine pour préserver quelque chose de plus grand que la survie individuelle. Ces 4 capitaines, Damjan Doktorovic, Juraj Gvozdanovic, Nikola Ojegovic et Andrija Stipčić. Ils n'étaient pas surhumains. C'étaient des hommes ordinaires, confrontés à des circonstances extraordinaires. Ils ont fait le choix le plus difficile possible. Ils s'y sont tenus même lorsque leurs corps ont failli. Cette garnison de professionnels, à d'irréguliers, de mineurs, de paysans et de réfugiés, a créé un héritage. Cet héritage a survécu aux empires et continue d'inspirer plus de 400 ans plus tard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette plongée approfondie dans l'une des dernières résistances les plus obsédantes de l'histoire. Si cette histoire des 300 défenseurs de Gvozdansko vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Voyons si nous pouvons atteindre 1000 j'aime en 24 heures. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables de l'histoire militaire. Ce sont des histoires bienfaites qui méritent d'être rappelées. Et je veux vous entendre dans les commentaires. Quel siège ou quelle bataille historique devrions-nous couvrir ensuite? Êtes-vous intéressé par davantage d'histoires militaires croates? Ou par d'autres campagnes ottomanes? Ou encore par d'autres théâtres de guerre? Vos suggestions aident à façonner le contenu de cette chaîne. Souvenons-nous de ces 300 noms que nous ne connaîtrons jamais. Ils se tenaient sur des murs gelés en janvier 1578. Partagez leur histoire, ainsi leur sacrifice ne sera jamais oublié.